se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois d'avril. Encore une fois, c'est une vidéo qui sera méga en retard, hein, mais c'est tellement habituel chez moi, puisqu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est déjà mi-juin. Voilà, plus d'un mois et demi de retard. Le temps que vous l'ayez sur la chaîne, je pense que vous l'aurez plus vers fin juin. Sauf si je me magne un petit peu le fion et que vous l'ayez un petit peu plus tôt. Mais ne comptez pas trop là-dessus. Vous le savez, l'organisation et moi, on n'est vraiment pas top. Même si je vous ai dit que j'essaierai de m'organiser un petit peu plus et surtout de rattraper le retard, ça va prendre un certain temps. Hein. Clairement, ça va prendre un certain temps. Et ensuite, ne vous attendez pas aux grands changements avec une vidéo par semaine, régulière, toutes les semaines, à la fille hyper organisée. Vous le savez, je ne le suis pas. Ça ne risque pas de changer très prochainement, clairement. Donc voilà, on va essayer de rattraper surtout les pots cassés et d'éviter d'être aussi en retard pour les prochaines vidéos, mais je vous garantis pas, hein, voilà, on va faire au mieux, donc pour l'instant c'est très en retard, surtout qu'en plus aujourd'hui vous le voyez, vous avez le droit au ravalement de façade, parce que je me suis regardée dans la glace avant de me préparer pour cette vidéo, et je me suis dit que vous méritiez mieux qu'une tête de panda insomniaque zombifié, voilà. Oui, je pèse mes mots, le panda insomniaque momifié, parce que c'était horrible. Voilà, donc aujourd'hui vous avez le droit à la jolie tête de la nana bien maquillée. Voilà, clairement. Bref, on tergiverse plus, on va commencer assez rapidement parce que le mois d'avril a été un mois très productif. Je vous avoue que ouais, j'ai un mois d'avril qui a été super chouette, j'ai eu de très bonnes lectures, j'ai eu vraiment pas mal. Je m'attendais pas à lire autant puisque... j'ai dû lire à peu près, en comptant les romans et les graphiques, 14 livres et j'ai eu un abandon. Donc pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais plus me concentrer sur les livres que vous n'avez pas vus dans les vlogs parce que dans cette pile du mois d'avril, vous avez des livres que vous avez déjà vus dans les vlogs précédents qui ont été... traité, on va dire, en long, en large et en travers. J'en ai beaucoup parlé, donc je vais m'attarder un peu moins sur ces romans-là que sur les romans que vous n'avez pas vus en vlog et les graphiques que vous n'avez pas vus en vlog, parce que j'ai peur que du coup la vidéo soit beaucoup trop longue sinon, et je vous avoue que j'ai vraiment pas envie de la couper en deux, j'ai pas envie de faire un bilan sur deux vidéos, j'ai envie de me concentrer juste sur une seule vidéo pour ce bilan, même si c'est un bilan qui est assez conséquent. Voilà, on va éviter de couper cette vidéo. Sachez malgré tout que le mois d'avril pour moi a été un super bon mois, j'ai eu de très bonnes lectures, mis à part un abandon. Pour moi ça a été vraiment un très bon mois, ce qui est en contraste avec le mois de mai, puisque je n'avais pas encore le bilan du mois de mai, mais autant vous dire que le mois de mai a été bien plus catastrophique, mais c'est pas grave, j'ai appris à relativiser, donc voilà, c'est pas bien grave pour le mois de mai, mais on n'en est pas encore là, et du coup on se lance tout de suite sur le mois d'avril. Alors dans le mois d'avril, je me suis lancée sur la trilogie de Brandon Sanderson qui est donc Cœur d'acier, publiée ici chez Orbit dans leur grand format. Donc ici on est dans de la science-fiction post-apocalyptique. Donc on est dans un univers où quelque chose s'est passé, il y a une espèce de truc qui s'est mis au-dessus de la Terre, donc qui fait que la Lune elle est rouge je crois, ou... je sais plus trop ce qu'il y a au-dessus de la Terre, une météorite, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais depuis qu'il y a eu cette chose qui est arrivée, eh bien beaucoup de personnes peuvent se transformer en ce qu'on appelle des épiques, donc des personnes qui ont des super pouvoirs. Malheureusement, la conséquence que ça a sur les gens qui ont des super pouvoirs, ils deviennent des super vilains, mais alors vraiment des méchants pas possibles, et ces super méchants se sont battus littéralement pour conquérir des villes et pour devenir entre guillemets les chefs de ces villes, donc il n'y a plus vraiment de gouvernement. Le gouvernement ce sont les épiques et c'est un peu la guerre entre eux puisque évidemment ils essaient chacun de renverser leur chef pour prendre la place et pour prendre le pouvoir, et donc ici on va suivre notamment un jeune garçon qui s'appelle, je ne sais plus, David qui quand il avait 8 ans et quand le monde n'avait pas encore été complètement chamboulé, a assisté au meurtre de son père par un épique, et depuis David, ayant survécu à ça, ne cherche plus qu'une chose, c'est se venger de ce type, donc de cet épique qui s'appelle Cœur d'acier et qui va prendre le pouvoir sur New York et qui va réduire un peu en esclavage tout le monde. Voilà, il a la main mise sur New York, c'est un vrai despote, donc
David, 10 ans plus tard, va s'acoquiner à tout un groupe pour essayer de se venger donc de cette épique. Et je vous en dis pas plus pour le résumé, vous n'avez vraiment pas besoin d'en savoir plus. Franchement, j'ai adoré cette lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'est pas un coup de cœur, mais moi c'est passé tout seul. J'ai vraiment... ouais, ça a été un vrai moment de plaisir. J'ai beaucoup aimé l'univers que l'auteur a créé. Même si c'est un univers qui est assez facile à comprendre, c'est pas un univers qui est extrêmement dense. C'est pas comme Le Fils des Brumes qui est un univers beaucoup plus poussé, qui est quand même un univers extrêmement travaillé. Celui-ci l'est beaucoup moins, hein, clairement. Il est beaucoup plus abordable pour les jeunes lecteurs, puisque ça c'est plus du young adulte. Mais malgré tout, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'évolution des personnages. J'ai adoré la petite équipe un petit peu rebelle qui se met en place pour pouvoir tuer cette épique qui est donc Cœur d'Acier et qui est en plus réputée pour être invincible. Et surtout j'ai adoré le personnage de David parce que c'est un personnage qui va beaucoup évoluer, qui va beaucoup apprendre, qui va beaucoup prendre en compte le monde autour de lui, puisque quand on le rencontre, c'est un jeune homme qui n'a qu'une obsession, c'est de se venger donc de cette épique, et il ne prend pas en fait les conséquences en compte, il ne réfléchit pas à ce qui peut arriver tout autour de lui, l'effet domino que ça peut avoir. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui vont beaucoup faire évoluer David. On a des petites surprises, des choses à laquelle on ne s'attend pas forcément, même si moi je les ai vues venir. Il y a quelques clichés, mais pour moi ça a été une très bonne lecture. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'en ai parlé du coup dans un précédent vlog, et je vous renvoie du coup sur ce précédent vlog parce que j'en parle en large, en long et en travers. Au mois d'avril, j'ai repris également L'Or que j'avais mis en pause à un peu plus de 100 pages, 150 pages il me semble. Finalement je l'ai repris depuis le début et j'ai bien eu raison de le mettre en pause parce que c'était vraiment pas la lecture qu'il me fallait à ce moment-là, et de le reprendre après plus tard depuis le début parce que là je suis rentrée dedans tout de suite, ça a été beaucoup plus facile à lire. C'est une lecture qui a été très agréable pour moi, mais qui en même temps ne m'a pas tant hypé que ça. Alors je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé, d'autres moins. Moi je fais partie de ceux qui l'ont moins aimé, pas que le livre n'est pas qualitatif, pas que l'histoire n'est pas intéressante. Moi ça m'a pas vraiment parlé en fait, je m'attendais à autre chose peut-être pour ce roman. Donc petit rappel rapide, ici on suit L'Or qui est la descendante de dieux grecs, et depuis que Zeus a puni ses enfants, donc les dieux et sa famille, tous les 7 ans il y a ce qu'on appelle l'agone où les dieux s'entretuent en fait pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire que si vous en tant qu'humain vous arrivez à tuer un dieu, vous prenez le pouvoir de ce dieu et pendant 7 ans vous régnez à la place de ce dieu. Donc vous êtes un nouveau dieu, donc évidemment il y a des rivalités entre familles, et effectivement au moment de l'agone, pendant une semaine tous les dieux redeviennent mortels, et soit essaient de survivre, et en plus d'autres essaient de les tuer. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent pendant l'agone, c'est assez violent, et on va suivre donc L'Or qui fait partie d'une famille en désuétude, où il n'y a plus que quelques membres, 5 membres avec elle. Malheureusement, quand elle avait 10 ans il me semble, sa famille va être massacrée juste à la fin de l'agone, et L'Or depuis tente d'échapper désespérément aux nouveaux agones parce qu'elle n'a pas envie d'y participer, elle n'a pas envie d'être obligée de participer à ça, ça sert à rien, et puis bon la pauvre elle a perdu toute sa famille, donc voilà, je m'arrête là pour le résumé. C'était agréable, j'ai bien aimé cette idée d'Agon, c'est un peu de Hunger Games version dieu grec si vous voulez. Et j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé L'Or, j'ai bien aimé les personnages secondaires qui vont se greffer à elle. J'ai bien aimé l'univers que l'auteur a créé, mais je pense que ça manque de développement, je pense que l'auteur n'a pas assez approfondi pour moi. Et qui plus est, moi ce qui m'a ennuyée, c'est que j'ai pas finalement tant adhéré à l'univers que ça. Voilà. J'ai bien aimé, mais ça m'a pas transporté au niveau de l'univers. Ouais, je m'attendais peut-être à autre chose, mais malgré tout ça a été une bonne lecture, j'ai bien aimé cette histoire, c'est plein de rebondissements, on a quand même quelques révélations, des retournements de situation, il y a pas mal d'actions, voilà, il y a toute une histoire avec les dieux qui était plutôt cool, et ouais c'était cool, c'était très sympa, même si effectivement moi l'univers m'a pas tant hypé que ça, mais ça n'enlève rien à la qualité de l'histoire,
à la qualité de la plume et à la qualité de l'univers. C'est juste un ressenti personnel pour le coup. Au mois d'avril, j'ai également lu et terminé la saga, pardon je le mets à l'endroit, de Créatures Fantastiques de Kazuya, publiée aux éditions Kimiku. C'est en 5 tomes, donc là vous n'avez pas le premier tome puisqu'il est dans ma bibliothèque. Je l'ai lu très vite en fait, j'avais commandé le tome 2 et j'avais pris le tome 3, 4 et 5 et ça a été une super bonne lecture, un super bon moment, c'était hyper mignon, c'était hyper adorable. C'est pas le manga qui va rester absolument très longtemps dans ma mémoire, mais malgré tout j'ai adoré graphiquement, je le trouve extrêmement mignon, les histoires sont vraiment attachantes, il y a une... on parle quand même d'écologie et d'évolution scientifique qui font du mal autour de nous parce qu'on ne prend pas en considération ce qu'il y a autour de nous, mais c'est pas moralisateur et c'est vraiment très 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 mignon. Donc ici on est en pleine révolution entre guillemets industrielle, la science fait d'énormes progrès, le monde se technologise, ça se dit pas ça, enfin voilà, tout ce qui était fait avant de façon traditionnelle devient technologique, il y a des trains qui se mettent en place, les bateaux à vapeur, donc on va suivre une petite fille qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle pour tout vous avouer, qui veut devenir vétérinaire, qui est descendante de sorcières. Malheureusement la magie disparaît petit à petit, donc même elle, la magie, elle n'a plus la capacité d'en faire comme avant, comme sa famille avant, donc elle a encore quelques capacités magiques, mais pas tant que ça, et elle veut devenir vétérinaire, donc elle va être l'apprenti d'un vétérinaire un peu grincheux, donc qui soigne effectivement n'importe quel type d'animal, et notamment les animaux fantastiques. Voilà, c'est un univers où l'animal fantastique peu à peu disparaît, peu à peu les gens n'y croient plus, sauf quelques irréductibles, et donc on va suivre ces quelques irréductibles qui croient encore en ces créatures fantastiques, qui croient encore en la magie, et qui croient encore à tout ce que les gens croyaient autrefois. Et donc on suit cette petite fille, ses amis qu'elle se crée, son professeur dans cet univers, si vous voulez, un peu en déclin, mais dont il y a une touche d'espoir, et j'ai trouvé ça tellement adorable, tellement mignon. C'était un vrai moment de plaisir, hyper agréable. Je vous dis, hein, c'est pas quelque chose qui va rester très très longtemps en mémoire, mais il n'en reste pas moins que j'ai passé un excellent moment avec ce petit manga, et si l'autrice refait des mangas, j'ai pas vu si elle avait fait d'autres mangas, mais je pense que je la suivrai parce que c'est hyper bien fait, c'est hyper mignon, et c'était vraiment trop mignon. En manga, j'ai également terminé la saga de L'Enfant et le Maudit, publiée chez Kimiku encore une fois, et c'est de Nagabe. Je vous avais dit que j'attendais d'avoir tous les tomes pour terminer cette saga, donc j'ai acheté les 3 derniers tomes. Je ne l'ai pas lu tout de suite. Finalement, je l'ai terminé du coup au mois d'avril, et je crois que ce manga fait un peu partie des mangas qui ont marqué, on va dire, mon existence, hein, clairement, parce que c'est un manga qui sort de l'ordinaire, c'est un manga qui graphiquement est très particulier, c'est un manga qui raconte une histoire hyper touchante, qui n'est peut-être pas forcément abordable pour tout le monde, qui ne parlera pas forcément à tout le monde, au niveau graphique non plus, mais pour moi c'est passé tout seul. J'ai adoré l'histoire du professeur et de Shiva, qui sont deux êtres tellement touchants et tellement attendrissants, et moi je les ai adorés les suivre. On a une fin quand même qui, je pense, colle vraiment bien au manga. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que c'est tellement adorable, ils sont tellement touchants, franchement ils sont tellement touchants, de suivre deux personnes qui sont de deux mondes tellement différents, qui sont pourchassés de tous les côtés, et qui pourtant à eux deux vont se créer vraiment un foyer, une maison, un univers pour trouver leur bonheur entre eux. C'était beau, franchement j'ai trouvé ce manga extrêmement beau, il fait partie de mes mangas coup de cœur, et je crois que je m'en débarrasserai jamais de ce manga, jamais. Je continue avec ce roman, il s'agit du premier tome de Cassandra Palmer, donc Le Seuil des Ténèbres de Karen Chance, publié aux éditions Milady, et c'est malheureusement un abandon pour moi. Donc ici on va suivre Cassandra, qui a la particularité de communiquer avec les morts. Cassandra essaie de fuir son tuteur, parce qu'elle a été élevée par un vampire pendant des années, qui s'est servi d'elle pour accéder à plein de choses avec son don. Et Cassandra, entre guillemets, l'a trahi et a fui, et depuis ce type la recherche.
pas forcément pour la récupérer, mais pas forcément pour lui faire du bien non plus. Manque de bol, au moment où on la rencontre dans ce tome, dès le début, on sait qu'elle a été retrouvée par ce vampire, et donc elle essaie de s'échapper encore une fois, sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu, et elle va être, entre guillemets, capturée. Voilà, je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus. De toute façon, c'est de la bite-lit, normalement ça se lit très très vite, même si ça paraît gros, hein, c'est pas, voilà, c'est pas une lecture très difficile. Malheureusement, ça l'a pas fait avec moi, j'ai fini par l'abandonner au bout de 200 pages, il me semble, parce que j'en pouvais plus. De toute façon, j'avais dit que si j'arrivais pas à le lire, bah c'était pas grave, je lâcherais l'affaire. Et effectivement, au bout de 200 pages, je me demandais toujours où on allait, je me demandais toujours c'était quoi les tenants et aboutissants de l'histoire, parce qu'au bout de 200 pages, on ne sait toujours pas pourquoi tout le monde en a pris elle, on ne sait toujours pas ce que les gens lui veulent, on ne sait toujours pas pourquoi elle a été capturée, donc voilà, on ne sait rien, et moi au bout de 200 pages, de ne pas savoir où on va, ça me saoule. Déjà ça me saoule, c'est clair que ça me saoule. Je n'ai pas du tout aimé le rythme de l'histoire que j'ai trouvé extrêmement brouillon et cassé, parce que en gros il y a des moments d'action. Dans ces moments d'action, on va nous expliquer une chose. Par exemple, les talismans ont des particularités en fonction des talismans, en fonction de ce que vous voulez en faire et tout ça. Sauf qu'en plein moment de l'action, on va vous dire, bon, ce talisman fait ci, et on va vous donner une explication en long, en large et en travers de tout ce que font les talismans, des différents talismans, des différentes méthodes de faire fonctionner les talismans. Sauf qu'en plein moment d'action, avoir 2 pages complètes des explications sur les talismans, voilà, ça coupe le rythme complètement. Et malheureusement, j'ai trouvé aussi que c'était très brouillon. J'ai trouvé aussi que ce texte était très brouillon. Et du coup, au bout de 200 pages, je me suis dit, c'est bon, lâche l'affaire, c'est pas grave, t'as autre chose à lire, donc voilà. Et je regrette au final pas du tout de ne pas avoir terminé ce roman, parce que ouais, clairement, ça l'a pas fait avec moi, c'est dommage, mais c'est comme ça. On revient rapidement au manga avec le tome 3 de Aria the Masterpiece, donc de Kozue Amano, publié ici chez Kiyun. Et encore une fois, c'est un tome 3 hyper agréable. J'aime vraiment beaucoup ce manga. C'est un moment de détente totale quand vous le commencez, parce que il n'y a pas de grandes actions. C'est vraiment, on suit les apprentis qui continuent leur formation pour être... comment on les appelle? Ah, j'ai oublié, j'ai un trou. Celles qui naviguent sur les gondoles et qui amènent les touristes et les gens. Donc on les suit dans leurs aventures, avec les saisons qui passent, avec ce petit côté fantastique, parfois qui vient donner une touche supplémentaire à ce manga. Encore une fois, l'édition est toujours aussi magnifique, hein, clairement. Je surkiffe cette édition, j'ai passé un excellent moment. D'ailleurs, j'ai commandé le tome 4 à la librairie et j'ai hâte de le recevoir, parce que ouais, j'ai hâte de continuer ce manga qui est juste un vrai petit bonbon. J'ai également lu Si tu pouvais juste me sourire de Madidi, publié aux éditions Bookmark dans leur collection Rainbow. Donc c'est un tout petit roman, hein, qui fait même pas 300 pages, ouais, qui fait 225 pages. Donc il suit ensuite une jeune femme qui élève son petit garçon toute seule, qui est dans un moment de sa vie où c'est un peu compliqué pour elle, puisqu'elle a perdu son travail, donc elle est au chômage, son enfant est handicapé, et qui plus est, elle va perdre sa meilleure amie, et pour elle c'est extrêmement compliqué de se relever de tout ça, à ce moment-là, voilà, c'est une période de sa vie qui est compliquée. Sa meilleure amie lui a légué sa maison de vacances, donc dans laquelle elle va aller vivre pour essayer de recommencer, si vous voulez, de repartir d'un bon pied, de repartir à zéro, et de peut-être trouver un travail et de trouver un endroit où son petit garçon sera bien. Sauf qu'elle n'était pas au courant que sa meilleure amie avait également légué 50% de cette maison à leur autre meilleure amie, qui est un homme que notre personnage principal n'a pas vu depuis des années. Et je vous laisse deviner la suite, hein. Voilà, clairement. Alors, ça se lit très vite, c'est hyper agréable, ça se lit bien. J'ai beaucoup aimé l'histoire de ce petit garçon qui souffre de handicap. J'ai beaucoup aimé le personnage féminin qui essaie de se dépatouiller avec ce garçon. L'histoire également de cet homme qui va arriver, qui n'a pas vu cette jeune femme depuis des années, qui pourtant des années plus tôt ont été très très proches. J'ai beaucoup aimé, hein, cette histoire, elle est très mignonne, elle se laisse lire très vite. Mais c'est un roman qui est extrêmement court, hein, puisque je vous dis il ne fait pas 300 pages, ce qui fait que beaucoup de thèmes ne sont pas vraiment développés.
On développe pas tant que ça finalement, le thème du handicap c'est plus effleuré que vraiment développé, même si ça reste un livre touchant, c'est assez court. Voilà, c'est assez court, donc effectivement c'est pas très développé et malheureusement j'ai trouvé la fin un peu précipitée. Voilà, j'ai trouvé que la fin se précipite un peu, c'est un peu dommage pour moi. Il n'en reste pas moins que j'ai passé un très très bon moment, ça a été une très très bonne lecture, j'en avais besoin pour terminer le mois d'avril et ça a terminé mon mois d'avril de façon assez sympathique, donc voilà, j'ai passé un bon moment. Même si effectivement voilà, c'est court, c'est précipité sur la fin et tous les thèmes ne sont pas abordés de façon très développée, mais bon, avec moins de 300 pages, on ne peut pas non plus faire un texte hyper dense. Au mois d'avril, j'ai également lu la duologie de l'autre côté des ombres, donc de Noémie Hawke, publiée aux éditions Bookmark. Donc le premier tome c'est Halloween singulier World et le second tome c'est Frédéric Sandrevent, donc c'est une saga en 2 tomes et j'ai kiffé cette histoire. Sur le moment, j'ai pas trouvé que c'était un coup de cœur, mais plus j'y repense, et en fait, si, c'est un bon gros coup de cœur parce que j'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2 tellement j'étais bien dedans et j'avais pas du tout envie de quitter les personnages. Et ouais, c'était vraiment une super bonne lecture. Ici, on est donc dans le Urban Fantasy, c'est du MM, et donc dans le premier tome, on va suivre singulier, Halloween singulier World. En fait, singulier World, c'est une famille, singulier c'est la famille paternelle et Word c'est la famille maternelle, donc ce sont 2 familles différentes qui normalement ne sont pas censées s'acoquiner et pourtant là pour le coup ça l'a été, donc il y a toute une histoire là-dessus, je vous en dis pas plus. Et donc Halloween est le deuxième enfant donc de ses parents, hein, c'est le deuxième fils et c'est un petit peu le rebelle de la famille si vous voulez. Et malheureusement sa tante va décéder et va lui léguer son cabinet d'exorcisme dans un petit village un peu perdu au milieu de nulle part. Halloween y va sans grande conviction, accepte finalement de reprendre le cabinet de sa tante et il va donc mener ses exorcismes dont les villageois vont lui demander de faire, donc il est payé pour ça, hein, c'est son travail. Et puis un jour il va rencontrer Frédéric Sandrevent qui vit dans une maison qui est maudite, voilà, et à partir de là sa vie va être un peu, pas chamboulée, mais sa vie va tourner un peu autour de lui. Et j'ai adoré, franchement j'ai surkiffé parce que j'ai déjà adoré l'univers que j'ai trouvé extrêmement bien développé, extrêmement bien fait. J'ai adoré les personnages de Frédéric et de Halloween qui sont hyper attachants, moi je les ai surkiffés. J'ai adoré Halloween qui a un petit côté rebelle, qui a un petit côté franchouillard, qui a un petit côté faisons les choses comme elles viennent mais faisons-les sérieusement. J'ai adoré le personnage d'Halloween dans le premier tome, j'ai adoré les petites créatures dont on va nous parler, de ces petits faux follets, de ces croque-mitaines, de ces démons, de ces esprits de foyer. Franchement, j'ai kiffé parce que en un seul tome, l'auteur va nous quand même développer un univers, alors certes qui n'est pas encore complètement développé puisque on se concentre vraiment sur un village et ses alentours et on va se concentrer sur Halloween et Frédéric, donc on va pas trop découvrir l'univers, mais l'autrice va déjà le développer super bien cet univers et ça j'ai surkiffé. Et dans le deuxième tome on va se concentrer sur Frédéric Sandrevent, donc ce qui était hyper cool parce que du coup on va découvrir le premier tome avec un personnage et le deuxième tome avec un second personnage qui là va se retrouver dans la capitale. Donc l'autrice va nous offrir un univers beaucoup plus large grâce à ce deuxième tome et le fait est que comme on va avoir 2 personnages différents qui vont nous raconter leur histoire, on va découvrir 2 personnages avec 2 points de vue différents, donc on va développer des personnages de façon plus large et ça j'ai adoré les personnages secondaires, j'ai adoré le compagnon esprit loup qui s'appelle Fern si je me souviens bien, je sais plus comment il s'appelle, je peux plus vous dire, mais l'esprit loup qui accompagne Frédéric, j'ai adoré parce que effectivement il y a une intrigue qui va être longue à se développer aussi bien dans le premier tome que dans le second tome. Et entre temps on va suivre ces 2 personnages qui vont évoluer dans leur vie quotidienne, dans leurs relations, qui vont se développer, qui vont faire des pas en avant, des pas en arrière, parce que
Voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent et l'univers est trop bien foutu, les personnages sont trop bien foutus. J'ai adoré les relations, j'ai adoré la relation de Frédéric et d'Halloween, j'ai adoré les personnages secondaires, j'ai adoré, franchement, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé cette saga, un bon gros coup de cœur. Et je termine du coup par cette lecture qui a été encore une fois une très bonne lecture. En même temps, c'est Brittany Setcheri et pour moi, vous le savez, c'est de la valeur sûre. Donc ici, c'est le premier tome de Compass, donc Tempête du Sud, toujours publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. J'y suis allée les yeux un petit peu fermés, j'ai pas vraiment lu le résumé, je me suis pas plus inquiétée que ça. Et franchement, j'avais pas à m'inquiéter parce qu'encore une fois, c'était une très très bonne lecture. C'est pas mon préféré, mais il n'empêche que j'ai retrouvé la plume de Brittany Setcheri. J'ai retrouvé les émotions de Brittany Setcheri, les émotions qu'elle arrive à me donner. Et c'était encore une très 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 bonne lecture. Donc ici, on va suivre Kennedy et Jax. Kennedy, on la découvre pendant une grosse période de deuil qui n'arrive pas à se sortir de ce deuil. Elle est, après un an, elle a encore une souffrance, elle a beaucoup de mal et son mari, lui, ne la supporte plus et clairement lui dit de dégager, qu'il veut le divorce et que c'est bon quoi, voilà. Au bout d'un an, elle aurait déjà dû faire son deuil. Comment vous dites ça? Franchement, ça déjà, le mec, je l'aurais couper ce qu'il a entre les jambes, clairement. Bref, du coup, elle va se retrouver chez sa sœur qui va lui dire, écoute, on est en train de retaper une maison qu'on a achetée, nous on part en lune de miel, donc vas-y, tu vas pouvoir te remettre, te reposer, pouvoir faire ton deuil calmement, sans ton ex-mari qui est là pour te pourrir l'existence et qui ne fait rien pour t'aider, vas-y, reconstruis-toi dans cette maison. Donc Kennedy accepte, de toute façon, elle n'a nulle part où aller, elle est pas bien, et sa sœur l'aide, donc elle accepte, et c'est là qu'elle va rencontrer Jax, qui vit un petit peu plus loin, qui lui est un personnage hyper renfermé. Au début, c'est un petit peu, ils s'entendent pas très très bien au départ, hein, clairement, et puis finalement, voilà, il y a une relation qui va se mettre en place, qui n'est pas une relation amoureuse dès le départ, on est d'accord. Et encore une fois, c'est du Brittany Setcheri. Comment vous dire que c'était encore un très très bon moment, clairement, parce que je vous dis, j'y retrouve beaucoup d'émotions. Les personnages, encore une fois, sont extrêmement touchants, encore des passés extrêmement difficiles et douloureux. On a quand même des révélations à laquelle on ne s'attend pas. C'est des personnages qui quand même essaient vraiment d'aller mieux et ils vont mieux grâce à l'autre et c'était vraiment trop cool. J'ai encore passé un très 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 bon moment, c'est plein d'émotions, voilà. L'autrice, elle arrive toujours à me hyper en fait dans ses romances qui sont hyper touchantes et voilà, c'était trop bien, c'était trop bien. C'est pas un coup de cœur parce que je vous dis que c'est pas mon préféré. Parce que pour celui-là, peut-être que j'y ai trouvé un petit peu des longueurs. Mais, encore une fois, moi j'ai retrouvé sa plume. J'ai retrouvé les personnages qu'elle arrive à créer avec plein d'émotions. Et ça a été encore un très 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 bon moment de lecture. Et je pense que je ne tarderai pas trop, du coup, avec le tome 2 qui est déjà sorti. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan du mois d'avril, qui est un bilan assez long. Je crois que la vidéo va être un petit peu longue. C'est pas grave, hein, voilà, mais j'ai pas envie de la couper en deux comme je vous ai dit. Bref, en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains des romans, si vous avez aimé ou non. N'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces bleus, à laisser des commentaires, à vous abonner si l'envie vous en vient. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo autour de vous, à me suivre également sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.